Salut Karim. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Karim, tu es romancier. Tu viens de publier un nouveau roman aux éditions Elisade, ça s'appelle L'Éden à l'aube. Ça raconte, c'est une histoire d'amour entre deux garçons en Palestine, à Jérusalem, pour quand même une grande part du récit. On va revenir sur cette histoire et ces histoires entre Gabriel et Isaac, parce que c'est le prénom que tu leur donnes. Mais d'abord, j'ai lu un papier sur ton livre qui a été publié dans L'Orient le jour, dans lequel tu dis comment supporter de parler de son travail alors qu'à Gaza, les écrivains, les écrivaines, les poètes, les poétesses, les journalistes, mes pairs sont en train de se faire massacrer. Ce que je n'ai pas dit, tu es palestinien, tu es franco-palestinien maintenant, mais cette question, en vrai, dans l'article de L'Orient le jour, tu n'y as pas répondu. Donc si je te la pose maintenant, c'est pour que tu y répondes. Écoute, merci de la reposer parce que je pense que c'est une question que je n'ai pas résolue et que personne ne peut vraiment résoudre, qui est une question plus générale d'ailleurs, qui concerne tout le monde, qui est aussi la question de savoir ce qu'on fait pour s'inscrire entre le temps long d'une production littéraire et le temps de l'urgence politique. Comment on articule ces deux moments? Alors dans notre cas là, cette question se pose d'une manière particulièrement tragique et particulièrement compliquée, c'est-à-dire que mon livre est sorti, c'est un livre qui a été écrit bien avant le début de cette séquence qu'on est en train de vivre. Et tu dis que tu l'as pas modifié. Tu as pensé à un moment mettre une préface ou je ne sais quoi. parce que je me disais c'est peut-être absurde que ce livre sorte hors contexte. J'avais un peu peur qu'il semble déconnecté du réel, mais ça m'a semblé important justement d'une part de m'attacher au fait que la littérature se positionne sur le temps long, sur l'existence aussi d'une pensée, d'une esthétique et de réalité palestinienne qui triomphe aussi du temps de la destruction. Ça paraît cynique dit maintenant, mais je pense que c'est important de pouvoir s'en rappeler. Et d'autre part, voilà, la question, oui, moi je suis là avec toi à Paris, en toute sécurité, sans la moindre crainte, alors que même en ce moment même, je veux dire, à l'instant T où l'on parle, plein de gens, dont mes pères, se font massacrer par l'armée israélienne jour et nuit. C'est très compliqué, je pense que c'est vraiment l'équilibre, il y a un équilibre à trouver justement entre prendre l'opportunité d'un livre pour aussi rappeler la situation à Gaza, qui est une situation qu'on commence à tendre à soit oublier, soit normaliser en fait. Donc rappeler ça, mais sans... Mais la situation, si je puis me permettre, cette situation qu'on tend à normaliser, c'est et la situation de massacre perpétuel, au moins depuis le 7 octobre, mais aussi la situation coloniale dans lequel vivent les Palestiniens depuis oui, maintenant. Oui, celle-là, la réalité coloniale a été normalisée de longue date, de toute façon. C'est quelque chose dont je me rends compte parfois quand je parle à des gens en France, c'est que on accepte tout ça. D'ailleurs, pour moi, c'est quelque chose dont je commence à prendre la mesure d'une chose qu'il faut nommer pour ce qu'elle est. En réalité, il y a une haine des Palestiniens. On parle beaucoup, tu sais, de déshumanisation, etc. Alors c'est effectivement un processus qui est mis en place pour soutirer aux Palestiniens leur humanité et rendre plus facile et plus acceptable leur massacre. Mais il y a aussi une haine des Palestiniens. En fait, je ne le comprends que comme ça, c'est-à-dire que... Mais de la part des Israéliens ou plus largement... Là, plus largement, même. Ouais, des Français. Oui, plus largement, la manière dont on... Enfin, pas ceux avec lesquels je vis, heureusement, mais oui, plus largement, quand tu écoutes le discours médiatique général, j'aime pas faire cette généralisation, je la trouve un tout petit peu, pas très nuancée, mais bon, disons qu'en général, le discours médiatique, en fait, tu peux le comprendre, cette espèce de désinvolture face à ce qui se passe, parce que c'est vraiment une désinvolture. En fait, c'est une haine des Palestiniens. En un moment, il faut dire ce que c'est une haine des Palestiniens qui est portée un peu partout, et c'est très choquant. Donc,
Donc toi, tu veux un peu les réhumaniser, en leur redonner en fait la possibilité, en l'occurrence d'aimer, la possibilité de se raconter des histoires, la possibilité d'avoir un destin en dehors de cette animalisation dans lesquelles parfois on les force, quoi. Alors, c'est une question un peu compliquée parce que je commence pas à écrire un livre en me disant ah je vais répondre aux Français, je vais ou à qui que ce soit et je vais réhumaniser les Palestiniens d'abord. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon terme parce que les Palestiniens sont humains. Hein. Enfin, c'est plutôt les Français peut-être qu'il faut réhumaniser, enfin, auquel il faut réinsuffler une réalité humaniste. Je sais pas. Si le roman fait ça, j'en suis heureux. Tu vois, s'il permet en fait de complexifier aussi les imaginaires qu'on peut avoir de la Palestine, moi j'en suis heureux. Si ça sert à ça, même ça résout un peu ma question de comment on articule le littéraire au politique. Tu vois. Après, c'est pas mon objectif principal. Je commence pas à écrire un livre en me disant ok, ce livre a pour objectif de redonner entre guillemets aux Français une image complexe, blablabla, des Palestiniens. Mais tu l'écris en français, ton livre. J'écris en français. Parce que j'écris français. C'est parce que j'étais à l'école française. C'est un choix ou c'est genre juste que c'est avec la langue française aujourd'hui que tu as le plus d'affinité littéraire? Tu sais, c'est une grosse question, mais pour faire simple, donc moi j'écris surtout en français et en anglais. J'aime utiliser le français. Je me sens bien en français. Je trouve que c'est une langue avec laquelle j'ai un rapport intuitif très fort et très marqué, et donc j'écris en français. Quand j'étais plus jeune, quand on me posait cette question, j'avais vraiment du mal à y répondre parce que justement j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai des raisons en fait d'écrire en français. En réalité aujourd'hui, oui, j'ai une éducation francophone et je suis un écrivain francophone en fait. Et donc c'est souvent la langue intuitive avec laquelle j'écris. T'as 35 ans aujourd'hui, hein, je t'ai posé la question tout à l'heure. T'es arrivé en France pour tes études à 18 ans. Donc j'avais quand même un bout de temps maintenant que tu vis en France. Pourquoi tu as choisi, c'est tenté que ça soit un choix hein, comme le français, que ton histoire se passe en Palestine? Ou plutôt, qu'est-ce que ça donne en fait à tes personnages, aux histoires que tu racontes, le fait que ça se passe sur le territoire de la Palestine? Je réfléchis, je me demande est-ce que c'est un choix? Oui, tout est un choix quand même. On fait des choix quand on écrit. Peut-être qu'un jour j'écrirai un roman qui se passe ailleurs. D'ailleurs, j'espère écrire que des romans qui ne se ressemblent pas. Après, la Palestine, c'est quand même en partie aussi le territoire de mon imaginaire littéraire. Je pense que c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que très naturellement, vraiment très naturellement pour le coup, j'avais envie de raconter une histoire d'amour en Palestine. Et d'ailleurs, dans les premières versions, enfin au début, quand j'ai commencé à imaginer ce texte, à l'écrire, mon ambition, qui n'a pas eu lieu en fait dans ce livre finalement, c'est là, en fait, j'avais pas envie de parler de l'occupation. J'avais vraiment en fait envie justement de raconter une histoire d'amour un peu mignonne. Vraiment, c'est mon ambition, c'était ça. C'est genre une histoire d'amour un peu mignonne qui se passe en Palestine, pas d'occupation, pas de problème, un truc poétique et mignon. Mon objectif, c'était ça. Donc, comme tu le sais, ça n'est finalement pas ça que j'ai écrit, notamment parce que quand j'ai créé ces personnages et puis je crée les situations dans lesquelles ils étaient, en fait, c'était impossible de raconter une histoire d'amour sans raconter l'administration qui la permet ou ne la permet pas. En fait, des Palestiniens avec des statuts différents ont des mobilités différentes, peuvent se rencontrer dans certains endroits et pas d'autres. Les personnages partent à un moment d'une espèce de road trip, vite fait. En fait, ne serait-ce que ça, il fallait que je décide de quelle était la plaque d'immatriculation, de quelle couleur, puisqu'on parle d'un état d'apartheid quand même, donc quelle couleur qui avait le droit de la conduire, où, comment, et en fait, je me suis rendu compte que enfin, je le savais au niveau intime, mais je le savais pas forcément pour un récit, c'est qu'un récit sans les paramètres de l'occupation, pour un récit d'amour, ne peut pas exister. On ne peut pas l'imaginer, parce que tout dépend de ça. Tout est articulé et administré par cette question. Les conditions matérielles de l'amour. Ouais.
C'est comme ça qu'en parle Lorient le jour. Cet article m'a été très précieux pour préparer cette interview. Je dois dire que l'écrivaine Joy Majdalani qui l'a écrit, qui est romancière, a écrit un... Je le mettrai en dessous de cette interview parce que le papier est parfait. Justement, dans ce papier, dans ton livre plutôt, donc Gabriel et Isaac, voilà, ont une histoire d'amour. Heurtés, parfois ils s'éloignent, ils ont du mal quand même à se retrouver et à rester l'un avec l'autre. À un moment, Isaac raconte des histoires à Gabriel la nuit. Et c'est assez intéressant parce que dans le papier de Lorient le jour, il est fait mention que ces histoires qu'il lui raconte, que Isaac raconte à Gabriel, sont des histoires du folklore palestinien. C'est ce qu'a écrit. Hein. Je me permets de citer l'article. Est-ce que pour toi, il est important de aussi faire vivre ces histoires palestiniennes qui font partie du patrimoine culturel de ce peuple, de peur peut-être qu'à un moment elles soient oubliées? Alors, je pense que je vais y répondre en deux parties parce qu'il y a deux parties à ta question qui sont très intéressantes. Alors, il me semble que c'est moi qui dis que ça émane du folklore. Pour être un peu plus précis sur ça, enfin, c'est vrai que c'est pas le même ton. C'est pas exactement le même ton que la narration générale. Après, je veux dire, le contenu, en fait, c'est plus le contenu, certains des personnages, mais en réalité, les histoires racontées, enfin, je veux dire, c'est des histoires que j'ai inventées, mais à partir d'éléments qui peuvent être folkloriques. Tu vois, donc en soi, tu retrouveras pas, qu'il y a des histoires un peu gore et tout. Enfin, ouais. Tu vois, c'est pas en soi, c'est pas des histoires du folklore, mais elles reprennent pas mal d'éléments du folklore pour être plus précis. Ta question sur de peur que ça disparaisse, à mon grand regret, c'est ce qui préside à toute mon écriture. J'aimerais ne pas devoir penser à ça. J'aimerais vraiment pouvoir écrire sans me dire mais sans avoir cette espèce de peur panique où je me dis mais en fait il faut aussi qu'il y ait un témoignage d'une réalité palestinienne littéraire, etc. avant que ça disparaisse. Alors, je veux dire, dans la réalité aujourd'hui, il y a énormément d'écrivains et d'écrivaines palestiniennes qui écrivent partout. Enfin, je veux dire, on va pas détruire la littérature palestinienne, mais cette peur, elle existe et je pense. Après, elle s'est vérifiée à Gaza. Pour le coup, elle s'est vérifiée. Une chose qui est hyper importante de noter, c'est pour ça que j'en parle toujours, c'est pour ça que je parle toujours, comme je disais, voilà, de mes pères qui sont massacrés, c'est que c'est pas que la vie des écrivains est plus importante que la vie des autres, certainement pas. Mais en fait, quand on tue des écrivains et des écrivaines, c'est une certaine forme de destruction et d'anéantissement d'une culture qu'on fait. Et c'est un des paramètres du génocide, hein, même de la définition légale, c'est la destruction de toute la culture d'un peuple donné. À Gaza, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ceux qu'on a anéantis, au présent plutôt, ce sont aussi, les bibliothèques, les centres culturels, les universités, toutes les universités, tout ce qui constitue les centres d'art, tout ce qui constitue une vie artistique et culturelle est en train d'être anéanti à Gaza. Donc je pense que c'est toujours là en nous une espèce de peur un peu panique de la disparition qui avant cette séquence, je pensais que c'était mes angoisses, qui ont qui sont un peu ancrées dans la réalité, mais voilà, qui relèvent un peu peut-être du délire. Maintenant, j'ai bien appris que c'est important en fait que des textes et des paroles palestiniennes circulent sans cesse. On a vu à Gaza, et alors, il y a un livre qui est édité par Orient 21, qui va apparaître prochainement sur ça, qui est une compilation de poèmes de Gaza. On a bien vu aussi pendant cette séquence tous ces poèmes qui sortent de Gaza, et que je sais pas, il y a eu une production un peu dans l'urgence, surtout au début, parce que je pense que les gens maintenant ne peuvent même plus écrire, mais d'une production littéraire qui témoigne de ce qui se passe au moment où ça se passe, et préserver tout ça, le rendre accessible et le rendre audible à des publics, en l'occurrence français par exemple, c'est essentiel, je pense. C'est intéressant parce que dans la première citation que j'ai faite de toi, que tu as donnée à Lorient le jour, tu mets sur le même plan les écrivains, écrivaines, les poètes, les poétesses et les journalistes. Est-ce que dans
dans la chronique de ce qu'il se passe à Gaza, notamment depuis le 7 octobre dernier. Est-ce que tu trouves que ça rend justice à la réalité de l'horreur de ce qui se passe en Palestine? Ou plutôt, est-ce que toi, tu lis, tu vois des œuvres, en l'occurrence d'artistes, qui soient des romanciers, mais des cinéastes, ou je sais pas, avec d'autres types, ou même de la musique, parce que j'ai vu pas mal de jeunes musiciens qui essayaient de parler de la réalité de leur vie. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'imprègne? Est-ce que tu trouves que genre il y a une richesse à ce niveau-là de la culture palestinienne dans la résistance, en l'occurrence, ça c'est en train de se passer? Oui. Alors depuis bien avant le 7, pour le coup, bien avant, il y a des scènes au pluriel culturelles palestiniennes hyper variées, hyper. Toi, tu t'inscris là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est une généalogie dans laquelle tu peux te placer. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, pour moi, l'Eden à l'aube, c'est un. J'aime pas trop les catégories, mais disons pour illustrer ça, comment? C'est un roman palestinien en français, quelque part. Donc oui, je m'inscris, j'ai beaucoup d'influence, tout simplement, et beaucoup de mes compères, des gens avec qui j'échange, sont dans les différentes scènes culturelles palestiniennes, puisque faut pas oublier que la Palestine étant archipélisée par l'occupation, on ne peut pas tous être forcément physiquement en contact les uns avec les autres, mais ça crée plein de scènes hyper différentes. Plus la diaspora. Voilà. Alors évidemment, il y a la diaspora, il y a les réfugiés, il y a un nombre de statuts de Palestiniens hyper variés qui ont tous aussi des cultures qui ont plein de choses en commun, mais voilà, il y a plein de réalités culturelles différentes et ça a une forme de vivacité. Pour juste deux choses par rapport à ce que tu as dit, tu as parlé des journalistes et il y avait un autre truc que je voulais dire. Oui, par rapport à la question de la culture, je pense, ça c'est quelque chose que je dis comme ça, je sais pas à quel point ça sera avéré, mais on est dans un moment non seulement d'une horreur totale et d'un abandon du monde total, d'une démission intellectuelle absolue, mais qui est un tel traumatisme en cours, premièrement pour les victimes à Gaza, mais aussi pour les Palestiniens en général, que je pense que ça va modifier en profondeur la production culturelle palestinienne. L'écriture palestinienne ne va plus jamais être la même. Je ne sais pas ce qu'elle va être. Je pense qu'on est dans un moment de transformation, on est en train de façonner quelque chose qui va émerger de tout ça, qui va être différent. Par exemple, pour revenir à Sony, moi, quelque part, l'Eden à l'aube, quand je lisais les dernières versions, je me disais, c'est intéressant, c'est un livre de la période d'avant. Ça ne veut pas dire qu'il est obsolète, mais c'est un livre, c'est une écriture d'avant. Donc il va y avoir une évolution qui sera qu'on ne connaît pas. Et juste sur les journalistes, en fait, moi je le mentionne en permanence pour la raison toute simple, qui d'ailleurs que j'aurais dû mentionner dès le départ, parce que pour moi en fait on ne peut pas parler de ce qui se passe sans dire ça en prélude à tout. C'est, comme tu le sais très bien et on le sait tous, Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans Gaza. Depuis maintenant 10 mois. Avec, pareil, ça pose pas grand problème à tout le monde. Il y a eu des éditos, on s'est fendu de genre 3-4 éditos, tout ça, très bien. Mais en fait, c'est un scandale professionnel qui ne crée aucune réaction finalement. Enfin, moi, en fait, à chaque fois que je lis un article, encore une fois, disons en France, pour regarder cet exemple-là, je me dis, en fait, ils doivent mentionner ça à chaque fois. Comme ils aiment bien leur formule abracadabra, là, le ministère de la Santé administré par le Hamas, c'est vraiment une formule abracadabra. Mais bon, soit, mais ils doivent dire pourquoi en fait on ne peut pas vérifier, puisque personne n'a le droit d'entrer. C'est assez intéressant et du coup, c'est important pour moi de mentionner toujours les journalistes, notamment pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, toutes les informations qu'on a, c'est les journalistes de Gaza qui nous les apportent au péril de leur vie, puisqu'il me semble que Gaza est l'endroit le plus meurtrier pour les journalistes depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je les mentionne souvent et que je les mets au même plan. En fait, c'est aussi tous les gens qui témoignent, en fait, qui permettent de faire exister une parole de
de Gaza au moment où ce qui se passe est en train de se passer. Autre question, un des cœurs de ton roman, c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Le fait que ça soit entre deux hommes n'est pas anodin, c'est donc une histoire d'amour homosexuelle. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés, notamment, je ne qualifierais pas les gens qui véhiculent ce genre de fantasmes, mais sur le rapport du monde arabe avec la question homosexuelle. Pourquoi tu as fait tout à l'heure, tu m'as dit oui, je voulais juste faire une histoire d'amour mignonne entre deux hommes. Pour toi, est-ce que c'est anodin le fait que ce soit deux hommes qui s'aiment, ou est-ce que ça a quand même une dimension un peu politique, un peu militante que d'avoir traité d'un amour homosexuel? J'ai envie de te dire que c'est anodin, mais ça l'est pas. Mais mon ambition est que ça le soit. Dans l'Éden, comme en fait dans tout mon travail, en fait, l'homosexualité n'est pas adressée. Il n'y a aucun moment où on dit oh là là, le petit Isaac quand il était petit se sentait différent et c'était très difficile. D'abord parce que ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas. Oui, c'est une question politique très importante, mais ça m'intéresse pas forcément dans mon livre, dans celui-là. Ensuite, c'était pas l'objet. Une autre chose qu'on m'a fait remarquer, ça m'a vraiment étonné, enfin ça m'a étonné, je me suis dit ah tiens c'est drôle, en fait par exemple il n'y a pas d'homophobie dans ce livre. Exactement. Mais parce que c'était pas. C'est pour ça que je te disais que le monde arabe homophobe est un fantasme. Fantasme qui peut avoir aussi une certaine réalité, bien évidemment. Oui, bien sûr, mais en fait il y a deux trucs. Un, c'était pas mon propos. Donc voilà, peut-être qu'ils vivent aussi dans leur propre bulle, tu vois, mais bon, c'est pas mon propos. Et deux, et pour moi ça c'est pour le coup une décision, j'écris en français, je sais très bien comment ça peut être récupéré. On adore, on raffole en France des histoires de femmes qui galèrent dans le monde arabe, ou des homos qui galèrent dans le monde arabe, ça on kiffe, c'est genre le kiff principal des lecteurs et lectrices français. Moi j'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie d'être ça. Si je veux poser la question de l'homosexualité en Palestine, par exemple, ça sert à rien que j'écrive en français. En fait, quand j'écris en français, c'est pour écrire à des francophones. Les Palestiniens sont pas francophones. Si je veux vraiment poser cette question sociale-là, il faut que j'écrive en arabe. Donc les gens qui font ça en français, en général, c'est quand même pour... je pense pas à des gens en particulier. Je veux dire, c'est vraiment une question générale aussi. Mais genre, quand on fait ça, c'est pour donner à des lecteurs francophones l'impression qu'on est en train de poser des questions sociétales super courageuses et tout, sauf qu'en fait on est lu en France et pas en Palestine, donc ça n'a pas de sens. Donc je suis très conscient de ça, je suis très conscient de toutes les manières dont on peut être récupéré, et j'ai pas envie, j'ai pas envie, évidemment que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie de ça, et pour moi... l'homosexualité, comme la Palestine d'ailleurs, comme l'occupation finalement dans ce livre, c'est les réalités en fait qui constituent le tissu de cette histoire-là. Ce qui ne veut pas dire que j'enlève leur charge politique du tout, mais tu vois, c'est pas une chronique. Si j'écrivais une chronique, je poserais cette question différemment. Même la question de l'occupation, je la poserais différemment. Donc voilà, c'est vraiment je trouve quand t'écris un roman, tu publies un roman, surtout dans une période comme ça, tu es aussi un peu conscient des limites des conditions de lecture de ton texte. J'ai une dernière question, Karim, on en a un peu parlé avant l'interview. C'est vrai que la place des Israéliens dans ton texte est assez particulière parce qu'ils n'ont jamais vraiment de nom, jamais vraiment d'identité. C'est un corps qui est plutôt indifférencié et assez violent. Est-ce que ça recoupe une certaine réalité que tu as vécue, que tu sais que d'autres sont en train de vivre? Enfin, quel sens en fait tu donnes à cette absence d'identité que tu as donnée aux Israéliens dans ton livre?
en fait, les Israéliens qu'il rencontre dans le livre sont, à quelques exceptions, peut-être tous des soldats. D'abord parce que, en réalité, les Palestiniens, surtout de Cisjordanie ou de Jérusalem, les Israéliens se matérialisent en tant que soldats, hein, d'abord. On se balade pas dans la rue et on voit des Israéliens sympathiques. Donc, en fait, la figure du soldat, c'est quand même la figure principale de l'Israélien. À quelques exceptions près, la plupart des Israéliens font leur service militaire de 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. Donc, de fait, ce sont des soldats. Comme pour le reste, ici, dans ce livre-là, ça a émergé un peu naturellement des conditions même dans lesquelles ces deux personnages vivaient, en fait. Tu vois, donc ils sont à Jérusalem, puis ils vont faire leur road trip, donc forcément, dans leur road trip, ils vont voir des soldats sur des checkpoints. On va pas savoir comment s'appelle le soldat sur le checkpoint. La fin est ce qu'elle est, forcément, voilà, ce sont des soldats qui n'ont pas de nom. Alors, ça ne veut pas dire que j'estime que les Israéliens n'ont pas de visage et pas de nom, mais dans le cadre de cette narration-là, ça représente une réalité de la manière dont les Israéliens apparaissent aux Palestiniens. C'est une réalité basique d'une occupation, en fait, tout simplement. Et comme j'ai pas placé, j'en sais rien, c'est pas des personnages qui vivent à, disons, Haïfa par exemple. Peut-être que les questions se seraient posées différemment. Voilà, mais ça va pas. Pour moi, c'est pas un enjeu. Enfin, dans ce cas, je me suis, comme beaucoup de choses finalement, je me suis pas dit ils vont être comme ça. C'est juste que de fait, dans les réalités de la Cisjordanie occupée, c'est comme ça que tu vois un soldat, quoi. En fait, j'ai une toute dernière question. Ton style, tu vois, est assez magique, et assez, mais vraiment au sens un peu Marquez, tout ça. Enfin, c'est-à-dire que quand tu écris, en fait, on ne sait pas trop si à un moment il va pas se passer un truc qui est en dehors de la réalité telle que tu veux la vivre tous les jours. Et moi, dans ce style, j'y vois la monstration de quelqu'un qui est finalement qui a de l'espoir. Ton livre, pour moi, c'est un livre de quelqu'un qui a de l'espoir, tu vois, qui arrive à envisager, ce qui est pas toujours évident vu ce qui se passe, vu même ce qui se passait avant le 7 octobre, qui arrive à imaginer un avenir, des joies, éventuellement même un bonheur. Est-ce que c'est réellement aujourd'hui ta condition? Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu es heureux? Non mais moi j'ai l'impression que tu es heureux quand je lis ce livre. Sérieux? Ouais. C'est cool. C'est une question compliquée quand même, notamment parce que on est dans le moment où on est. Donc, oui, et que t'as pas écrit ce livre dans ce moment. Mais parce que aussi ça veut dire que le moment n'est pas fini. Et donc c'est très difficile. Non, alors aujourd'hui, non, j'ai pas d'espoir. Mais parce que c'est impossible. Je vois pas vers quoi on va. Hein. Mais collectivement, là, je vois pas vers quoi on va. Donc non, j'ai pas d'espoir de ce point de vue-là. Mais je me rends bien compte que je réponds alors que le moment est en cours. Je sais pas ce que j'aurais dit si c'était fini d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Avant, oui. Alors, je suis quelqu'un de plutôt angoissé, mais j'ai quand même, j'ai de l'espoir. Je sais pas si c'est espoir le mot, c'est juste, j'ai une espèce de confiance dans le fait qu'à un moment, confiance naïve, hein, une solution doit émerger. Et ça, c'est la possibilité d'un Éden. Tout à fait, oui. Ça, en tout cas, oui, il y a de l'espoir dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand je dis que finalement c'est pas une histoire d'amour mignonne et tout ça, si quand même ils construisent. Enfin, je veux dire, il y a ils baisent, ils s'aiment. Enfin, je veux dire, il y a des mondes qui construisent tous les deux à plusieurs moments. Ils racontent des histoires. Voilà. Donc il y a une forme de joie. Je trouve pas que ce soit un roman particulièrement badant. En effet, je suis d'accord. Mais je sais pas ce que ça veut dire. J'ai du mal à répondre à la question parce que je sais plus quoi penser en fait. Je crois que c'est ça. Je sais plus quoi. Là, j'aimerais bien avoir une réponse, mais je sais pas quoi penser. Mais souvent on dit genre vous les écrivains, si vous voulez savoir quoi penser, vous avez qu'à écrire.
Genre, vous mettez noir sur blanc ce que vous pensez ne pas penser, puis ça sera votre pensée, et puis voilà. Enfin, tout à fait. tu vas Tu cherches en écrivant aussi, cherches c'est en sûr, écrivant, ça exactement. c'est certain. Mais là, peut-être qu'il est temps d'écrire sur ce qui se passe actuellement, comme ça tu sauras quoi penser. mais c'est la difficulté, oui, tout à fait. Bah, j'écris un peu des tribunes de temps en temps, mais même ça, j'ai arrêté parce que je sais plus quoi dire. Enfin, à un moment, je suis là, ça fait des mois, des années qu'on vous dit ça, personne ne nous écoute. Donc, mais je pense qu'à un moment, oui, là, il va falloir écrire pour comprendre, commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pour que tout ça se passe, il faut qu'Israël arrête de massacrer, d'anéantir Gaza. Aussi. Bon, c'est quand même un préalable pour penser, pour vivre. Bah, merci beaucoup Karim, encore une fois. J'espère que tout le monde lira ce livre, L'Éden à l'aube, aux éditions Elisade. Merci beaucoup. Merci à toi.